En 2012, ma petite amie de l'époque et moi sommes partis pour un grand voyage d'un an à travers les États-Unis, en travaillant dans des fermes en cours de route pour le gîte et le couvert, et nous avons terminé notre voyage en traversant le Canada d'ouest en est, en nous arrêtant en Nouvelle-Écosse où nous vivions. À un moment donné, nous avons eu un chiot, et au moment où nous sommes arrivés en Alberta avec une bouche supplémentaire à nourrir, l'argent commençait à manquer. Comme je suis charpentier, j'ai décidé de trouver un logement à louer et de trouver un emploi pendant quelques mois avant de poursuivre notre voyage. Pendant notre voyage, nous avons parcouru la Craigslist canadienne et avons fini par trouver une annonce pour un logement. Il y avait un gars qui vivait dans une maison très cool et qui se trouvait à quelques minutes en voiture de l'endroit où j'avais trouvé un emploi. Il voulait que quelqu'un emménage avec lui pour l'aider à payer les factures. Nous avons commencé à correspondre avec lui par courrier électronique. Je lui ai dit que j'allais travailler dans la région et que ma petite amie resterait à la maison avec le chiot. Comme nous étions désespérés et que nous avions pris l'habitude de faire confiance à des étrangers au cours de ce long voyage, nous avons accepté de lui envoyer un acompte et d'accepter l'offre. Nous sommes arrivés à cet endroit quelques jours plus tard. C'était au milieu de nulle part et il n'y avait pas de voisins, mais nous le savions déjà. Il avait l'air d'avoir entre 30 et 35 ans, d'être de petite taille et de ressembler à un travailleur rural ordinaire. Sauf que son expression était bizarre. On aurait dit qu'il avait peur ou quelque chose comme ça. On aurait dit qu'il avait honte de lui. Il était d'accord pour que notre chien soit à l'intérieur, bien qu'il ait un chien qui n'était pas autorisé à l'intérieur. Cela m'a semblé bizarre puisque nous sommes dans le froid du Nord canadien. Il nous a tout de suite accueillis à la porte et j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'anormal chez lui. Cela m'a mis mal à l'aise, d'autant plus que je devais partir travailler tous les jours en laissant ma petite amie seule avec ce type effrayant. Mais elle n'avait pas l'air de s'inquiéter et je ne voulais pas me montrer autoritaire, alors j'ai laissé tomber. Le premier soir, il a voulu boire quelques verres avec nous. Nous avons accepté poliment. Il nous a apporté quelques canettes de bière aqueuses et merdiques et a bu docilement la sienne en s'asseyant en face de nous sur la table de la cuisine. Nous avons essayé de détendre la situation et lui avons posé quelques questions amicales sur lui-même. Ses réponses ont été brèves et calmes. Il semblait vouloir de l'amitié, mais ne savait pas du tout comment l'obtenir. Il a rappelé quelques règles qu'il s'était fixées. La première était de ne pas entrer dans sa chambre, ce qui était évidemment très bien. La deuxième était que nous n'avions pas le droit d'aller au sous-sol. C'est un peu bizarre. Et la troisième était de ne pas s'approcher de la grange. À ce stade, je pouvais imaginer les gros titres. Un couple de Nouvelle-Écosse retrouvé assassiné, ligoté dans une grange. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'étais pas censé commencer à travailler avant 2 jours, alors je suis resté éveillé à lire et à jouer avec notre chiot. J'ai entendu son camion sortir de l'allée très tôt le matin. Je me suis dirigé vers la cave, car je voulais absolument savoir ce qu'il y avait là-dessous. C'était assez vide, juste quelques machines à laver et à sécher et quelques chaises de jardin. Mais j'ai ouvert une porte de placard et j'ai trouvé un costume d'infirmière bizarre qui avait l'air d'être destiné à des fins sexuelles. Un rouleau de ruban adhésif, un jeu de menottes, un fusil de chasse et une boîte de cartouches se trouvaient tous sur la même étagère. J'ai réveillé ma copine et lui ai expliqué qu'elle n'avait plus rien à dire et que nous partions avant qu'il ne rentre à la maison. Nous lui avons envoyé un message après avoir quitté les lieux en lui disant qu'un membre de notre famille était tombé malade et que nous allions rentrer chez nous. Il n'a jamais proposé de nous rendre notre argent et nous n'avons plus eu de contact avec lui. J'attends toujours de le voir aux nouvelles. Mon ex pense que je m'inquiète trop, mais ses parents m'ont remercié abondamment et je me demande toujours ce qu'il y avait dans cette grange. Je me suis marié à 19 ans et mon mari et moi ne savions pas du tout quoi faire de notre nouvelle vie ensemble. Nous avions quitté l'université et notre studio était trop cher. Nous pensions que c'était le moment idéal pour voyager et vivre des aventures avant de nous installer. Nous sommes tombés sur un message sur l'internet d'un homme qui cherchait des travailleurs pour son ranch de chevaux. Il fournissait tous les moulins et le logement en échange d'un travail autour du ranch. Cela semblait être la solution idéale pour nous. Il prétendait avoir une grande connaissance des métiers et nous apprendre à construire des machines, à travailler le bois et à souder. Nous avons effectivement appris à souder, ce qui est plutôt cool, etc. Les photos étaient des magnifiques. La cabane en rondin qu'il a construite était spacieuse et nous aurions une grande chambre. Il y avait beaucoup d'autres personnes sur les photos et dans notre correspondance avec lui. Il mentionnait toujours d'autres personnes et se désignait lui-même par le terme « nous ». Il fait de la publicité sur plusieurs plateformes et tout semblait vraiment légal. Nous avons réservé notre vol. Il n'y avait personne d'autre. Il avait une 60aine d'années, mais il était mentalement et physiquement très en forme. L'une des premières choses qu'il nous a dites, c'est que je ne juge jamais les gens en fonction de leur passé. Croyez-vous que les gens peuvent changer ? Bien sûr que oui. Cela semblait assez inoffensif.
Il nous a emmenés faire des courses et nous a dit de choisir ce que nous voulions. Nous avons tout de suite eu l'impression que sa gentillesse était forcée et qu'il était trop généreux. Je vais commencer par énumérer les choses bizarres que nous avons remarquées. Il a construit la maison lui-même et sa chambre avait une porte donnant sur la seule salle de bain de l'étage qu'il ne fermait pas à clé de l'intérieur. Il nous invitait à entrer dans sa chambre et sur sa table, il y avait une vieille caméra vidéo avec une trentaine de petites cassettes éparpillées. Il disait toujours à quel point il aimait les Japonais et qu'il s'adressait spécifiquement à eux et qu'il avait quelques femmes japonaises. Dans le passé, il évoquait souvent des personnes qui avaient séjourné chez lui et qui étaient toutes parties de manière soudaine et peut-être inattendue. Un jour, il nous a dit de monter dans le camion parce que nous allions en ville. Nous étions à la campagne, le trajet était donc long, mais il était très enthousiaste à l'idée de partir. Il nous a demandé de nous promener et de demander à des jeunes de venir avec nous pour travailler dans le ranch. Cela nous a mis très mal à l'aise. Nous sommes introvertis et cela nous semblait très étrange d'aborder des gens et de leur demander de monter dans le camion. Il a été contrarié par notre désapprobation, alors nous sommes descendus et avons fait semblant de chercher des gens à qui parler. Il est allé parler aux gens tout seul. Au fil des jours, sa nature accueillante a commencé à céder la place à une nature très capricieuse et agressive. Je ne le trouvais pas vraiment effrayant, mais intolérable. Je ne l'aimais pas du tout. Il semblait extrêmement inepte sur le plan social et disait des choses inappropriées. Il était également évident qu'il ne considérait pas les femmes comme égales ou presque aux hommes. Il avait reçu une formation militaire et était un grand et fort mandé, rusé et toujours en train de réfléchir. Nos parents n'ont jamais voulu que nous y allions. Ils savaient que c'était une situation potentiellement dangereuse, mais nous pensions avoir fait preuve de la diligence nécessaire. Cependant, nous n'avions jamais pensé à chercher le nom de ce type sur Google. Un jour, ma mère m'a envoyé un courriel dans lequel elle me disait de faire une recherche sur Google, puis de prendre le prochain avion pour rentrer chez moi. Une recherche rapide nous a montré son arrestation, l'étranglement et l'agression sexuelle d'une jeune femme, suivi des titres suivants. « Ne vous rendez pas dans ce ranch de chevaux, cet homme est dangereux. Nous avons eu la chair de poule et avons réservé un vol pour rentrer chez nous. » Nous nous sommes alors retrouvés face à un dilemme, comment dire à un homme potentiellement dangereux que nous voulions partir. J'ai oublié de mentionner qu'il nous parlait tous les jours de la façon dont nous pourrions vivre ici de façon permanente et fonder une famille. Il imaginait des Noëls avec nos futurs enfants et les élevant dans le ranch. Nous pensions qu'il était établi qu'il s'agissait d'une situation très temporaire et que nous avions des familles à la maison qui nous manquaient. C'est la partie la plus étrange pour moi. J'ai inventé un mensonge à propos d'une urgence à la maison et quand je le lui ai dit, c'était comme s'il pouvait voir à travers moi. Je suis convaincu qu'il savait non seulement que je mentais, mais aussi que j'allais mentir sur la nécessité de partir avant même que je n'ouvre la bouche. Il a pris un air que je n'avais jamais vu chez quelqu'un auparavant. Il était en colère, mais il le cachait. Il cachait tellement de pensées et d'émotions que je n'arrivais pas à savoir si je devais être effrayé ou soulagé. Avant que je ne termine ma phrase, il m'a demandé quand tu devais aller à l'aéroport. D'un ton monocorde, je lui ai dit tout de suite. Il nous a emmenés, a pris son air le plus amical et nous a dit que si nous voulions revenir, il achèterait nos billets. Nous lui avons dit que nous resterions en contact. Récemment, j'ai cherché son nom sur Google et j'ai découvert une page, un forum de personnes qui s'étaient rendues dans son ranch, pour la plupart des couples comme nous, avec des expériences étrangement similaires. Ils ont parlé de la façon dont il dit de ne pas juger les gens sur leur passé, de l'épicerie, de la salle de bain, et de la façon dont ils l'ont entendu écouter derrière sa porte pendant leurs visites nocturnes à la salle de bain, des cassettes vidéo, et de la façon dont ils les ont regardés et ont vu de jeunes filles japonaises fléchir leurs bras en regardant son historique de recherche et en ne voyant rien d'autre que de la pornographie japonaise. Elle parle des remarques grossières qu'il faisait à ses petites amies et des rituels effrayants qui se déroulaient dans les bois et dont nous avons fait l'expérience. C'était comme un rituel de pleine lune à l'intérieur d'un cercle dessiné sur le sol. Ils ont raconté qu'ils avaient été conduits en ville et qu'on leur avait demandé de sauter du véhicule lorsque des jeunes femmes minces passaient et de leur dire de revenir au ranch. Je pourrais continuer ainsi longtemps. Il est toujours opérationnel. J'ai découvert que ce forum avait pour but de recueillir des témoignages et d'empêcher de futurs visiteurs de se rendre au ranch. La police n'a pas assez de preuves pour le condamner. Je sais que j'ai oublié beaucoup d'actes effrayants. Je ne voulais pas que ce soit trop long et je ne suis pas un grand conteur. Je ne sais pas s'il serait approprié de nommer l'homme ou le ranch, mais le blog ou tous les autres ont raconté leur rencontre est probablement bien plus effrayant que mon histoire. Nous nous en sommes tirés avec beaucoup moins de bizarreries parce que je ne crois pas que je sois son type et qu'il craignait peut-être mon mari. Si quelqu'un est intéressé, je peux peut-être donner quelques indices pour qu'on puisse le trouver.
J'ai terminé le lycée il y a presque un an, je n'avais aucune envie d'aller à l'université ou à l'armée et je suis resté coincé dans ma ville natale ennuyeuse pendant des mois où je suis lentement devenu dépendant du Xanax et de l'alcool et j'étais destiné à répéter le cycle des déchets blancs que mes parents avaient mis en place pour moi et leurs parents avant et ainsi de suite. Je savais que je devais quitter ma ville natale et j'ai donc décidé de m'inscrire sur un site web dont vous avez peut-être entendu parler et qui présente les possibilités d'agriculture biologique dans le monde entier. Vous payez une petite somme et il vous informe sur les exploitations agricoles biologiques disponibles qui vous nourriront et vous permettront de rester avec eux en échange d'une certaine quantité de travail à la ferme. L'endroit où j'ai décidé de m'engager était une communauté Hare Krishna dans le sud profond. J'y suis arrivé et ma voiture est presque immédiatement tombée en panne. C'était une Chevrolet Blazer vieille de 30 ans que j'avais achetée sur Craigslist pour environ 500 $. J'ai découvert plus tard qu'elle était irréparable, que la ville la plus proche était à environ 30 km, que je me retrouvais donc bloqué, entouré des hipsters les plus insupportables. Pour être plus précis, je dirais qu'environ un tiers de la population de cette communauté était constituée d'immigrants indiens de première ou deuxième génération vivant près du temple pour des raisons religieuses. Un autre groupe démographique était constitué de hipsters vieillissants, également présents pour des raisons spirituelles, mais qui géraient également la petite ferme biologique située sur la propriété. Tous les autres, en revanche, étaient des hipsters égocentriques, condescendants, tout droit sortis de l'université, mais aussi insipides que de la merde. Je me tenais à l'écart, mais j'étais parfois obligé de participer à des conversations sur les cristaux vibrants et leur voyage spirituel de 3 ans, sans doute financés par leurs parents. Cela faisait des semaines que j'étais là et j'avais désespérément besoin d'une vraie conversation. C'est alors que Michael est apparu. J'avais entendu parler de Michael quelques jours avant mon arrivée. Il était parti récupérer une voiture à La Fourrière dans une grande ville située à environ 1 heure de route. Tout le monde disait qu'il était paresseux et fou et qu'il passait des heures dans sa chambre à faire du yoga au lieu de venir travailler avec nous. Il est arrivé tard dans la soirée, expliquant qu'il allait vraiment s'impliquer dans l'agriculture et qu'il allait se jeter dans la conscience Ika. Il avait une 30aine d'années et ressemblait à un juif assidique chauve, les favoris non lavés frisés. Il parlait comme un personnage de dessin animé, ses phrases étant toujours ponctuées de « et »,« ou » et, comme pour donner à son cerveau complètement grillé le temps de comprendre ce que les autres voulaient entendre. Il me rappelait les nombreux amis que j'avais laissés chez moi. Nous sommes devenus rapidement amis, car c'était la seule personne qui ne me donnait pas envie de me mordre les doigts quand il parlait. Nous étions tous les deux originaires du Texas et nous parlions donc des professeurs conservateurs fous que nous avions eus au lycée, du football et bien sûr de la drogue. De temps en temps, il abordait des sujets qui me déconcertaient vraiment. Il n'arrivait pas à sortir sa voiture de La Fourrière, alors il imaginait le meilleur moyen de la faire sortir. Ses plans impliquaient des armes à feu, des bombes artisanales et de la télépathie. Il m'a dit qu'il était venu au temple Herka pour se lier d'amitié avec certains gourous et apprendre la méditation Reiki, une forme de méditation utilisée pour contrôler l'esprit et le corps d'autres personnes. Il m'a dit qu'il pensait avoir utilisé le Reiki une fois pour séduire une femme lors d'une fête. C'est à ce moment-là que j'ai compris sa réputation. Je me contentais de hocher la tête et de rire de temps en temps lorsqu'il partait dans ses élucubrations. Je savais qu'un jour j'atteindrais un point de saturation pour son absurdité, mais je pouvais probablement l'endurer encore une semaine. Quelques jours plus tard, nous déjeunions avec l'un des gourous. J'ai raconté à Michael mon voyage dans le champ géant où se trouvait la branche davidienne. Il ne savait pas ce qu'était une branche davidienne, alors je lui ai parlé du Waco de David Koresh et de l'opération de siège bâclée par le personnel du FBI et de l'ATF qui s'est soldée par la mort de 76 Davidiens et de 4 agents de l'ATF. Il était furieux d'entendre cela. Le gouvernement essaie toujours de faire taire les gens qui prêchent la vérité. C'est vraiment n'importe quoi. Je voulais lui expliquer que David Koresh était un chef de secte sociopathe intéressé par le pouvoir et rien d'autre. Mais il ne l'a pas écouté. Je commençais à m'énerver. Il était en train de piquer une crise à propos d'un sujet que je venais de lui expliquer. Et maintenant, il me disait que j'avais tort et que Koresh était un martyr. C'est alors que j'ai vu Michael vraiment fou. Il crachait rouge comme une betterave et faisait les 100 pas. J'ai quitté la table et me suis remis au travail, mais il m'a suivi. Après une demi-heure de cette discussion absurde, je n'en pouvais plus. Je ne vais pas avoir cette conversation avec un putain de fou. Michael, comment puis-je attendre de la logique de ta part ? Tu es venu ici pour obtenir des super-pouvoirs. Son regard est passé de la colère à la haine. Il s'est immobilisé et s'est jeté sur moi. Michael était un grand garçon, bien plus grand que moi. Il s'est jeté sur moi et j'ai couru. En courant, j'ai fouillé dans ma poche, priant pour avoir pris mon couteau avant de quitter ma cabine.
Je sais que cela peut paraître ridicule, mais on ne se promène pas dans mon ancien quartier sans une sorte de protection. De plus, c'était un outil très utile à la ferme. Heureusement, je l'avais pris, je me suis retourné et il l'a vu. Il s'est arrêté et a réfléchi pendant environ 3 secondes, il s'est ensuite retourné et a terminé son repas. Le lendemain, j'ai pris le président du temple à part et je lui ai expliqué ce qui s'était passé et que nous devrions probablement nous débarrasser de lui. Il n'a pas été très difficile de le convaincre. Personne ne s'intéressait vraiment à lui et il n'était pas d'une grande aide à la ferme. Je me sentais un peu mal de dénoncer ce type. Il était dans une situation assez désespérée. Il n'avait pas de voiture, pas d'argent et j'imagine qu'il n'avait pas beaucoup d'amis. Le président du temple m'a également informé qu'il avait été alcoolique pendant 10 ans et qu'il était venu ici pour se désintoxiquer. J'ai trouvé très étrange qu'il ne m'ait jamais dit cela. Plus tard dans la journée, j'ai vu par ma fenêtre quelqu'un arriver en voiture et lui remettre plusieurs valises pour qu'il emballe le peu qu'il avait. Je les ai vus partir tous les deux vers Dieu sait où. Des semaines ont passé et j'ai oublié cette histoire. Un soir, tard dans la nuit, j'ai reçu un texto. « Hey, c'est Michael, on peut sortir ma voiture pour 280 $. Tu veux partir en voyage ?» Je n'ai jamais répondu. Je ne sais pas trop comment il a eu mon numéro, mais j'imagine qu'il a cherché sur Facebook ou quelque chose comme ça. Quelques nuits plus tard, j'étais dans le bureau du temple et j'utilisais le Wi-Fi pour envoyer quelques courriels. Je retournais à ma cabane et, dans l'obscurité totale, j'ai entendu un grand nombre de coups provenant de la grange. Je me souviens avoir pensé qu'il devait s'agir d'un animal, mais aussi qu'il devait être assez gros pour faire autant de bruit. Je suis entré dans ma cabane. La porte de la cabane n'a pas de serrure, mais la porte de ma chambre en avait une. Alors je l'ai utilisée. J'étais assez déstabilisé par les coups, mais je me suis dit que mon imagination prenait le dessus. Plus tard dans la nuit, je me suis réveillé pour aller pisser. La cabane n'avait pas de salle de bain, mais nous avions des toilettes extérieures communes. Je n'avais pas envie de mettre des chaussures et de marcher dans le noir, alors je me suis dit que j'allais pisser dans l'évier. Je sais que c'est dégoûtant, mais je suis le seul à utiliser cette cuisine. J'ai ouvert la porte de ma chambre et j'ai failli me pisser dessus. Michael, complètement nu, était accroupi dans le coin de ma cuisine, face au mur. J'ai fait un bruit que je ne savais pas que je pouvais faire. Quelque chose que l'on entendrait Shaggy faire dans Scooby-Doo. Le bruit a alerté Michael de mon entrée. Tout ce qu'il a fait, c'est me lancer un regard noir et secouer tout son corps. J'ai claqué ma porte et l'ai verrouillée presque immédiatement. Je savais ce qu'il essayait de faire. Il essayait de m'apaiser avec la méditation Reiki. J'ai appelé le 911, je n'ai pas ouvert ma porte, ni même approché, jusqu'à ce que je voie les lumières rouges et bleues derrière ma fenêtre. Michael n'était pas là quand ils sont arrivés, je pense qu'il s'est enfui dans les bois qui entourèrent la ferme. J'ai expliqué à la police l'histoire de Michael et ce qui s'était passé cette nuit-là. Ils n'ont pas pu faire grand-chose, car personne ne semblait savoir quoi que ce soit sur Michael. Je ne connaissais même pas son nom de famille. J'ai dû quitter la ferme peu de temps après. Il était très mal vu d'appeler la police, car je crois que beaucoup de vieux hippies pensaient qu'ils évitaient encore l'appel sous les drapeaux. Cela ne me dérangeait pas non plus de partir. Je n'arrivais pas à dormir, sachant que Michael était peut-être encore dans les bois, plus en colère qu'avant. Je suis resté éveillé pendant presque 3 jours en attendant que mon ami vienne me chercher. Il y a toujours une raison d'avoir peur.